Bienvenue, vous nous écoutez sur le www.radioalfayda.net. Alfayda, c'est la référence. Darou Miraya, dans la commune de Madakhoune, il y est 12h00. Mesdames et messieurs, merci de la confiance renouvelée à la radio Alfayda pour vous informer. Et vous avez fait le bon choix si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 17 août 2024. Nous sommes ensemble pour une demi-heure d'information sur Alfayda FM. C'est l'heure du journal. Voici le sommaire. 15e biennale de l'art africain contemporain qui aura lieu du 7 novembre au 7 décembre 2024. La programmation de l'exposition officielle IN et les offres ainsi que les pays invités d'honneur, à savoir les États-Unis et le Cap-Vert, sont maintenus. Le reportage du jour s'intéresse aux relations amicales qui souffrent d'un manque de confiance, de la confiance à la méfiance. Qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés là? Le psychologue Salif Khan s'est entretenu avec Ngoné Ndiaye. Éducation, les autorités misent sur les langues maternelles pour améliorer les performances. La langue est un facteur d'identité, un creuset de culture et les acteurs demandent à l'État un siège appelé Maison des langues maternelles. En seconde partie, vous aurez la page internationale, l'actualité sportive et la revue des quotidiens qui mettront un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, gardez votre confort d'écoute. Le développement, c'est dans une poignée de secondes. Le journal Serigne Moussa Kane qui vous dit bonjour. Seydi Hadj Libas Mbaye assure les opérations techniques. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue. La confiance est un pilier du bon fonctionnement des relations. Elle contribuerait au bien-être et à la performance de l'organisation. Selon Salif Khan, psychologue joint au téléphone par Ngoné Ndiaye, la confiance dépend d'abord de l'individu qui peut faire confiance, mais aussi de l'individu à qui on peut faire confiance. Selon Salif Khan, psychologue, il est joint au téléphone par Ngoné Ndiaye. C'est une question extrêmement importante que constitue la question de la confiance. La confiance, comme on peut le définir, c'est la ferme assurance qu'une personne a envers une autre personne. C'est un sentiment de sécurité que l'on ressent lorsqu'on est en face d'une autre personne. Maintenant, la confiance dépend d'abord de l'individu qui peut faire confiance, mais aussi de l'individu à qui on peut faire confiance. Mais tout cela, n'est-ce pas, mis dans un contexte local, dans un contexte d'une société donnée. Parce que de plus en plus, nous avons constaté que dans notre société, il y a de plus en plus une race de personnes, n'est-ce pas, qui cherchent toujours à arnaquer, qui mettent toujours leur propre intérêt devant, de telle sorte qu'à chaque fois qu'il y a des problèmes d'argent, des problèmes d'intérêt qui vous lient, il y a plus tendance à ce que les gens, l'autre ne respecte pas sa parole. Et quand dans une société, on perd les valeurs fondatrices de cette société-là, les valeurs, par exemple, de droiture, les valeurs de respect de la parole donnée, les valeurs de mandouté, comme on peut le dire en Wolof, justement, ça va créer un problème de confiance. Selon toujours le psychologue Salif Khan, trouver la stabilité entre méfiance et excès de confiance, c'est un équilibre délicat entre une propension exagérée à vérifier et amasser les évidences de fiabilité et celle de donner sa confiance. La voix domine. Les gens trouvent toutes les formes de stratégie pour accéder justement à leur objectif. Quitte à faire du mal à l'autre, quitte à tromper l'autre, quitte effectivement à trouver toutes les stratagèmes effectivement pour atteindre des objectifs. Quand on regarde aussi bien dans les réseaux sociaux que dans la société de tous les jours, on peut effectivement constater à chaque fois que vous faites confiance à quelqu'un, vous risquez d'être déçu. Et quand dans une société, plus de 20, 30 à 50% des personnes ne respectent plus leurs paroles, n'ont plus les valeurs fondatrices de cette société-là, justement ce qui va s'en suivre effectivement, c'est qu'il y aura un climat de méfiance entre les gens. C'est vrai qu'il y a toujours des gens qui sont droits, mais le problème de la confiance, c'est que la confiance doit s'installer avant l'acte. Et comme on a l'habitude de voir un bon nombre de personnes à qui on fait confiance et qui finissent par décevoir, on finit par être méfiant parce que la méfiance, ce n'est rien d'autre qu'un mécanisme de défense, un mécanisme de sécurité pour ne pas être trompé, et c'est ça qui donne effectivement ce qui est dans notre société. Parce qu'aujourd'hui, il y a partout des agressions, il y a partout par exemple des comportements qu'on ne connaissait pas auparavant
auparavant et tout cela installe un climat d'inconfort, un climat de méfiance qui aujourd'hui remplace celui de la confiance. À l'instant, le psychologue Salif Khan joint au téléphone par Ngone Ndiaye. Pour le président de la commission des données personnelles, Ousmane Chongan, rappelle que le code pénal sénégalais sanctionne le partage et la divulgation d'images portant atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne humaine. Il est joint au téléphone par la rédaction de la radio Al-Fayda. Le dernier incident en date, si vous vous rappelez, et qui a été d'ailleurs largement relayé, concerne un enseignant qui a filmé une élève ayant des difficultés de diction et de prononciation avant qu'on ne retrouve cette même vidéo en ligne sans considération pour l'image de l'enfant concerné. Alors la CDP déplore, effectivement, désapprouve la diffusion et le partage dans les réseaux sociaux de cette vidéo qui constitue, à notre avis, une violation flagrante des données personnelles de l'enfant. De même, la CDP condamne avec la plus grande fermeté ces agissements qui constituent une atteinte manifeste grave aux droits fondamentaux des enfants, notamment leur droit à la vie privée et à la protection de leur image. À l'ère du numérique, il convient de rappeler tout de même que la collecte et la diffusion d'images de mineurs sans le consentement préalable vraiment de leurs représentants légaux sont strictement interdites. Le code pénal sénégalais, vous le savez également, sanctionne expressément le partage et la divulgation d'images portant atteinte à la vie privée et à la dignité de la personne humaine. Tout comme l'exposition inconsidérée des enfants sur les réseaux sociaux les expose à des risques avérés de cyberharcèlement. Et cela peut engendrer des conséquences délétères sur leur développement psychologique, psychomoteur, sur leur parcours scolaire, mais également sur leur future insertion professionnelle. C'est pourquoi, face à tous ces enjeux cruciaux, la CDP appelle solennellement les professionnels de l'éducation à faire preuve d'une vigilance accrue et d'un sens aigu des responsabilités dans l'usage des technologies numériques en milieu scolaire, en milieu étudiantin. Mais également, c'est l'ensemble des citoyens sénégalais qui doivent avoir une prise de conscience collective quant aux dangers inhérents à l'exposition des mineurs sur les réseaux sociaux. Et enfin, nous appelons également les autorités compétentes à renforcer les dispositifs de prévention et de sanction des infractions liées à l'exploitation de l'image des enfants en ligne. Ousmane Chongan, le président de la commission des données personnelles. L'autorisation de l'avortement en cas de viol et d'inceste, y compris lorsque la santé de la maman est menacée, demeure une question qui mérite une attention toute particulière. Le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo. Mohamed Sen Kamara, membre du projet Pamodja. Nous sommes venus pour faire différentes sessions, d'abord avec les sages-femmes, ensuite avec les journalistes pour partager avec eux le protocole de Maputo, mais plus particulièrement l'article 14 qui parle de l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste. Depuis des années, nous sommes dans le plaidoyer. L'idée, c'est de renforcer la communication à travers des alliés comme vous, les prestataires de santé. Dans les années qui suivent, nous puissions arriver en fait à tropicaliser ce protocole de Maputo au Sénégal. Quand vous avez entendu qu'on vient de renouveler encore le task force pour l'avortement médicalisé en cas de viol et d'inceste au Sénégal, et je pense que d'ici peu, vous allez entendre qu'ils ont repris les activités et on va encore créer cette dynamique, ce mouvement de masse afin que nous puissions tropicaliser le protocole de Maputo au Sénégal. L'objectif, c'est d'amener les communicants, que ce soit les journalistes, les professionnels des médias, à nous rejoindre dans ce combat, à plaider pour que nous puissions avoir ce loi au Sénégal et tropicaliser le protocole de Maputo au Sénégal. Vous suivez le journal sur Radio Al-Fayda à Kaoula. 90.1 émettons depuis Médine Baye, immeuble Cheikh Imam Hassan Cissé, studio Ali Moumara Alelo. L'info se poursuit sur la référence. Le principe de la participation citoyenne contribue à la bonne gestion des collectivités territoriales. Cependant, bon nombre de citoyens méconnaissent ce principe. À ce sujet, écoutons Cheikh Tidiane Sarr, animateur en coaching territorial, au micro de Ngone Ndiaye. Écoutez, je pense que la notion de participation citoyenne aujourd'hui est devenue un principe. Participation citoyenne signifie action de participer, action de s'impliquer, prendre part, être présent comme un acteur. Aujourd'hui, cette notion est devenue un principe au Sénégal. Depuis 2013, avec la loi numéro 2013-10 du 28 décembre 2013 portant au Code général des collectivités territoriales, le Sénégal l'a érigé en principe pour davantage
davantage permettre aux citoyens d'être au diapason, de savoir que les citoyens sont les véritables acteurs et non des téléspectateurs et non des délégataires. Au-delà même de s'impliquer, il y a ce qu'on appelle le droit de regard. C'est vrai, beaucoup de citoyens ignorent ou bien méconnaissent certaines règles pour participer donc au développement de leur localité. Je pense que ces règles devraient être connues de tous parce que depuis 2013, comme je l'ai dit, il y a 3 articles, mais beaucoup d'articles qui ont consacré cette notion de participation citoyenne. Donc, article 6, parce que la participation citoyenne est érigée en principe dans le code à travers l'article 6, section 2, qui dit que toute personne physique ou morale peut faire au président du conseil départemental ou au maire toute proposition relative à l'impulsion du développement de la collectivité concernée. Mieux, tout habitant ou contribuable, il dit, a le droit de demander à ses frais communication de prendre copie totale ou partielle des procès-verbaux du conseil départemental, du conseil municipal, des budgets et des comptes ainsi que des arrêtés pris par l'autorité locale. Donc pour vous dire que cette notion est devenue un principe avec des articles bien fournis pour davantage permettre aux citoyens de prendre part, de demander comment on gère sa municipalité, de demander le budget, de connaître le budget et pour pouvoir bien diagnostiquer et prendre donc des décisions qui vont à l'encontre d'une bonne marche de la municipalité. Et quelles sont les actions par lesquelles les citoyens peuvent passer pour véritablement s'impliquer? Écoutez, je pense qu'il y a beaucoup d'outils aujourd'hui qui permettent aux citoyens donc de s'impliquer au développement de leur localité. On peut faire allusion au conseil de quartier qui regroupe beaucoup de dynamiques, que ce soit donc le délégué de quartier, l'imam, le Badianou Gokh, les jeunes à travers les ASC, mais aussi les associations qui sont dénommées associations non culturelles, mais des associations de manière générale. Cette interview a été une occasion pour Cheikh Tidiane Sarr de déplorer la situation des collectivités territoriales qui méritent des assises. Réécoutons-le toujours au micro de Ngoné Ndiaye. Toutes ces dynamiques doivent s'impliquer, doivent contribuer, doivent connaître leur rôle en tant que dynamique, en tant qu'association pour participer à la bonne marche de la commune à travers le conseil de quartier, qui est un cadre qui doit permettre à la commune d'anticiper, de prendre les décisions issues des quartiers. Donc des décisions qui sont entérinées au sein des quartiers et qui seront bientôt soumises au niveau du conseil municipal pour avis du conseil municipal parce que seul le conseil municipal est habilité à entériner de tels actes. Avant ça, les citoyens à travers le conseil des quartiers peuvent anticiper à travers des actions citoyennes locales, l'investissement humain, les lampadaires, mais l'inondation, anticiper, acheter des sables, embellir, tout ça, les citoyens doivent anticiper et non attendre tout de la mairie parce que la mairie ne peut pas tout faire. Si on est dans une logique de compétences décentralisées, les maires exercent ce pouvoir, mais les citoyens sont les véritables acteurs. Et ces acteurs ne doivent pas attendre tout de la mairie parce que nous avons notre mot à dire, nous devons faire quelque chose pour la bonne marche donc de la collectivité. Et au-delà, le cadre de concertation qui est un cadre plus grand que le conseil de quartier, qui regroupe aussi d'autres dynamiques. Et tout ça permet aux citoyens d'adhérer dans ces cadres et les permettre aussi donc de prendre des décisions locales pour permettre donc à la commune de bien gérer la municipalité. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de cadres et ces cadres aujourd'hui, certes, sont méconnus, mais ces cadres doivent être mis en place par la municipalité. C'est la municipalité qui doit prendre l'initiative de mettre le conseil de quartier, de mettre les cadres de concertation en allant directement vers les quartiers, les organiser, donc les mieux outiller pour permettre à ces citoyens de mieux connaître leur rôle dans la commune. Alfayda FM. Si vous nous rejoignez dans l'actualité de ce samedi 17 août 2024 sur la radio Alfayda, cette radio qui vous informe partout que vous soyez dans le monde. Éducation, nous en parlons dans ce 12 heures, la remise en cause du système de pondération dans le cadre de la gestion des carrières des enseignants est dénoncée par le SADEF et d'autres structures syndicales. Il parle d'une remise en cause d'un acquis, le principe d'équité de la mutation. Mbaye Sarr, il est le secrétaire général du SADEF. Nous avons effectivement participé au forum organisé par le ministère de l'Éducation nationale portant sur la carrière des enseignants. Et durant 3 jours, nous avons pu travailler autour de 4 thématiques. La digitalisation, la situation des enseignants décisionnaires,
la formation initiale et continue des enseignants, mais également la Fondation pour l'éducation. Et au terme de nos travaux, nous avons pu noter une réelle volonté du gouvernement de régler la question relative à la situation des enseignants décisionnaires. Et à ce niveau, le ministère de la fonction publique nous a soumis un projet de décret portant modification du décret 74-347 du 12 novembre 1974 relatif à la situation des enseignants décisionnaires. Mais nous avons interrogé le décret 2006-392 du 27 avril 2006 qui viendra en appoint pour régler définitivement la question des enseignants décisionnaires. Nous avons également noté une volonté du gouvernement de satisfaire la vieille revendication des enseignants chargés de cours qui, depuis des années, opèrent dans les collèges et lycées sans aucune formation professionnelle. Et aujourd'hui, le ministère a accepté la formation diplômante des chargés de cours, tout comme la formation diplômante des maîtres contractuels et des professeurs contractuels endurcis, de même que la formation des maîtres d'éducation physique et sportive. Il faut dire également que le ministère de l'Éducation a accepté la réouverture du concours de normalien instituteur, qui a été toujours une voie royale pour l'instituteur de quitter l'élémentaire pour aller au lycée et plus tard professeur à l'université. Le gouvernement du régime précédent l'avait injustement bloqué depuis 2014. Tu as ainsi la motivation des instituteurs. Et aujourd'hui, avec la réouverture, les instituteurs vont désormais se lancer pour avoir davantage de motivation à ce niveau. Le secrétaire général du SADEF, Mbaye Sarr, avec cette nouvelle application initiée par le ministère de l'Éducation nationale qui va régler la question des lenteurs administratives et sur la disponibilité de la plateforme. Nous avons également noté la digitalisation avec une nouvelle application initiée par le ministère de l'Éducation nationale qui va régler la question des lenteurs administratives à partir du dépôt de dossier depuis les IEF. À travers la plateforme, désormais, les intéressés vont mettre leur dossier et que la plateforme va prendre en charge cet aspect pour réduire la durée et effectivement abréger ces lenteurs et lourdeurs administratives qui n'ont fait que plomber la carrière des enseignants. Mais aussi et surtout, nous avons travaillé autour du projet de création d'une fondation pour l'éducation qui, à mon avis, va être un outil pour la promotion du développement personnel et professionnel des enseignants à travers l'habitat social, qui viendra ici chercher le bien-être de l'enseignant. Car comme vous le savez, en tant que responsable de syndicat, nous travaillons tous les jours, au quotidien, pour le bien-être de l'enseignant. Et le bien-être de l'enseignant commence par le toit où s'abrite l'enseignant et sa famille. Et aujourd'hui, à travers cette fondation, nous pouvons espérer que cette question va être prise en charge pour effectivement que l'enseignant ait un bien-être et de pouvoir travailler correctement. Mais également, nous demandons au ministre de l'Éducation nationale, après avoir salué cette initiative, nous lui demandons de prendre son courage à deux mains, de ne jamais se laisser divertir et d'aller dans le sens d'appliquer cette kyrielle de propositions que nous venons de concocter ici. Parce qu'une chose est de concocter ces propositions, mais une autre également est de l'appliquer. Si cette kyrielle de propositions n'est pas appliquée, il est évident que le système éducatif risque de renouer encore à des perturbations et que ces perturbations ne feront qu'handicaper la progression de l'école. À l'instant, le secrétaire général du SADEF, Mbaye Sarr, misé sur les langues maternelles pour améliorer les performances pour le représentant de l'UNESCO, Dr Tidjane Sall, lors de Journée internationale de la langue maternelle, d'inviter les acteurs éducatifs à des réflexions sur les enjeux du multilinguisme. La langue, c'est un facteur identitaire. 2, c'est un creuset de culture. 3, toutes les études menées par l'UNESCO ou les grandes institutions internationales qui réfléchissent sur les thématiques ont fini de montrer que l'enfant qui démarre par sa langue première, c'est important, est plus performant même dans la langue seconde qu'il acquiert. Ce n'est plus une réflexion, c'est devenu quasiment une tautologie. Maintenant, comment accompagner les pays à mettre en œuvre des systèmes éducatifs qui s'appuient sur leur langue première? C'est ce à quoi, en tout cas, nous insistons au niveau de certains pays, notamment au Sénégal, au Burkina, au Mali, etc. La Mauritanie est en train de se lancer dans cette thématique-là. Alors, intergénérationnel, pourquoi? Parce que il y aura, en tout cas, quand l'enfant pratique sa langue dans l'espace scolaire, il y a forcément un pont qui est établi entre son milieu familial et l'espace familial. Et donc, il y a une co-construction de compétences entre lui et ses parents, entre lui et ses pairs, d'où la vivification de la langue et en même temps un effacement des inégalités sociales parfois qui excluent certains parce que simplement ils ne maîtrisent pas ou en tout cas ils ont un niveau de maîtrise assez bas des langues. Docteur Cheikh Tidjane Tall, lors de la Journée internationale de la langue maternelle. Je vous le disais, en titre 15e édition de la Biennale de Dakar, la secrétaire générale Mariemba dévoile les points saillants.
Les expositions in et off, une occasion de donner une photographie instantanée de la créativité au Sénégal et en Afrique. La Biennale, tout ça rentre dans le cadre du programme officiel. Bien évidemment, nous aurons une grande cérémonie d'ouverture au Grand Théâtre National Doudou Ndiaye Coumba Rose sous la présidence élective de son Excellence Monsieur le Président de la République. Et à côté, bien évidemment, nous avons le OFF. C'est des manifestations d'environnement qui sont des initiatives privées. Vu la sélection qui est faite dans le programme IN, nous donnons également, parce que la Biennale, c'est des temps forts, nous donnons une photographie, un instantané de la créativité au Sénégal, en Afrique, parce que si vous regardez, les offres maintenant vont au-delà de 400-500 initiatives, et pas seulement au Sénégal, pas seulement à Dakar qui abrite la Biennale, mais ça va dans les régions, dans les 14 régions du pays, ça va au-delà, dans la diaspora, vous allez à Lomé, vous allez à Tunis, vous allez à Paris, vous allez à Los Angeles, vous allez aux îles Comores, et des manifestations d'envergure sont initiées par des promoteurs privés. Et tout ça participe à donner également de l'engouement, mais une large fenêtre à nos créateurs, à ceux-là qui les suivent, aux critiques d'art, aux universitaires, aux historiens de l'art, aux collectionneurs eux-mêmes, aux managers d'artistes, aux journalistes, mais au grand public. Donc, initiés comme profanes sont invités à visiter ces expositions, ces side events en même temps, qui concernent, et cela consacre la transdisciplinarité de la Biennale. Quand la Biennale de Dakar se tient, c'est également de la musique à travers les programmes d'animation à l'Ancien Palais ou dans d'autres sites également, dans la banlieue, dans les régions. Rappelons que l'événement se déroulera du 7 novembre au 7 décembre 2024. Initialement prévu du 16 mai au 16 juin, la Biennale a été reportée à la date du 7 novembre. La secrétaire générale de la Biennale, Mariam Ba, revient sur ce report. Réécoutons-la. Il y a eu effectivement un report de la Biennale de Dakar qui devait se tenir du 16 mai au 16 juin 2024 et finalement qui a été reporté dans sa programmation au 7 novembre. Donc à compter du 7 novembre jusqu'au 7 décembre 2024, le Sénégal va accueillir donc la 15e édition de la Biennale de l'art africain contemporain. Alors ce report est dû à des contingences qui étaient là et qui étaient liées au contexte international. Vous savez ce qui se passe actuellement à travers le monde, le contexte géopolitique nous dictait de reporter la Biennale jusqu'à la fin de cette année, le dernier trimestre. Et c'est essentiellement lié à ces questions-là dont il faut tenir compte parce qu'une Biennale sans transport des œuvres n'est pas une Biennale. Et les œuvres n'arrivent pas parce que au niveau de la mer Rouge, le fret maritime ne marche pas, ne fonctionne pas. Il y a eu beaucoup de facteurs exogènes qui ont fait que effectivement il était plus judicieux, sage de reporter la Biennale jusqu'au 4e trimestre de 2024. Ce que les autorités du Sénégal, le gouvernement sénégalais, en fait, cette thématique fait suite à 3 autres thèmes généraux qui ont guidé les 3 à 4 dernières éditions de la Biennale. Alfayda FM, la référence, l'info se poursuit sur les www.radioalfayda.net. Votre rubrique Djangono ci Benen Adam, apprendre ensemble autrement. Suite de la dissertation, Fatou Cissé s'est entretenu avec le professeur Mamadou Dia. Pour la dissertation littéraire, il y a beaucoup de types de plans. Phase importante avant la rédaction d'un sujet de dissertation, bien déterminer le type de plan. La démarche, comment dois-je aborder le sujet? Cela me permet de déterminer le type de plan. Suite au chapitre consacré au plan dialectique. Le plan dialectique, généralement, il comprend 3 parties. Une thèse, une antithèse et une synthèse. Monsieur Mamadou Dia, professeur de lettres modernes, enseigne au CEMA Oussem Diouf de Kaolack. Il met l'accent aujourd'hui sur le plan analytique. Dans le plan analytique, le plan sous-thème ainsi que la recherche des idées. D'autres points du travail préparatoire. Souvent, dans la première partie, qu'est-ce qu'on fait? On fait un exposé sur le problème, sur le fléau qui est donné dans le sujet. L'exposé. Par exemple, en parlant de l'ampleur différente, en faisant une comparaison par rapport au passé et par rapport au présent, par exemple. On peut également parler des formes du problème. Ça, c'est des pistes d'entrée qui peuvent nous permettre de faire un exposé sur le problème.
Dans la deuxième partie, on donne les causes et les conséquences simultanément. Souvent, certains pensent que dans la deuxième partie, on peut dissocier les causes. Non, c'est une erreur. Parce que la cause et la conséquence sont deux faits qui sont indissociables. On ne peut pas les séparer. Donc, il est préférable dans la deuxième partie de traiter simultanément les causes et les conséquences du problème. Maintenant, dans la troisième partie, on donne les solutions, les remèdes, les stratégies pour faire face au problème. Maintenant, dans le plan par sous-thème, dans le sujet, il y a un thème général. Maintenant, il y a des sous-thèmes qui ont été peut-être annoncés dans le sujet. C'est souvent des plans où on vous demande, par exemple, de justifier la véracité de l'affirmation. C'est des plans généraux où on demande d'expliquer, etc. Ce sont des plans qu'on appelle plan par sous-thème. Et le plan par sous-thème aborde successivement les sous-thèmes qui ont été donnés dans le sujet. Cette démonstration doit se faire de façon chronologique successive. C'est-à-dire, on traite dans la première partie le sous-thème A, dans la deuxième partie, on traite le sous-thème 2, sous-thème 3, etc., etc. Voilà. En général, ce sont les trois types de plans qu'on propose à nos candidats. Maintenant, la deuxième phase du travail préparatoire consiste à faire ce qu'on appelle la recherche des idées. Dès l'instant qu'on a déterminé le type de plan, il suffit tout simplement de tracer des colonnes et de cocher dans les colonnes correspondantes toutes les idées qui nous viennent en tête. Et après, maintenant, on fait la sélection selon la pertinence, on fait le tri selon la pertinence des idées. Ensuite, la troisième phase, c'est la phase du plan détaillé, ce qu'on appelle le plan détaillé. Dès l'instant maintenant qu'on a des idées, qu'on les a classées, maintenant, à partir de ce moment, on peut détailler ces idées-là en leur trouvant des exemples, des arguments, etc. Et voilà donc, ça n'est tout pour aujourd'hui avec votre rubrique Apprendre ensemble autrement. Avec ce prêche, j'espère que la vision que vous portez sur vos amitiés, que vous portez sur vos relations, que vous portez sur vos expériences malheureuses ou non, que vous portez sur ce que vous deviez avoir mais que vous n'avez pas eu, changera. Et l'on peut même aller jusqu'à dire si seulement je n'avais jamais rencontré cet homme ou cette femme. Pourtant, ce n'est pas la réaction qu'il faut adopter. Parce que personne ne passe dans ta vie par hasard. Allah le Très-Haut ne t'envoie pas les personnes que tu désires. Plutôt, il fait en sorte que celles dont tu as besoin croisent ton chemin. Il faut être certain qu'il est sage. Il faut être certain, on le sait tous bien entendu qu'il est sage, mais être certain, être conscient, c'est autre chose, c'est un autre degré. Être certain qu'il est sage, être certain qu'il planifie, être certain qu'il n'y a pas de hasard, être certain qu'il est bien plus sage que toi. C'est pour cela que parfois certains de nos désirs, certains de nos rêves ne se réalisent pas parce qu'ils ne sont pas forcément bons pour toi. C'est le sens du verset que j'ai récité en préambule. Il se peut que vous détestiez quelque chose et pourtant c'est un bien pour vous. Il se peut que vous aimiez quelque chose et pourtant c'est un mal pour vous. Et Allah sait et vous ne savez pas. Rendez-vous prochainement avec le même sujet. Actualité internationale. Il est 12h passées à Kaolack, 6h de Moyen à Washington DC. L'actualité internationale, c'est avec nos partenaires de la Voix de l'Amérique. Au Burundi, le président Évariste Ndayishimiye a gracié la journaliste Floriane Irangabiye, condamnée en janvier 2023 à 10 ans de prison pour avoir porté atteinte à l'intégrité du territoire national, annonce faite hier soir par la présidence. Selon un décret daté du 14 août publié sur X, la journaliste bénéficie de la remise totale des peines auxquelles elle avait été condamnée, soit 10 ans de prison et $500 d'amende avec effet immédiat. La journaliste burundaise vivant au Rwanda, Floriane Irangabiye, avait été arrêtée en août 2022 alors qu'elle était en visite dans le pays. Actualité internationale. Le ministre de la Santé de la République démocratique du Congo, Samuel Roger Kamba, a déclaré dans un message vidéo que le pays a enregistré 15 664 cas potentiels et 548 décès depuis le début de l'année concernant l'épidémie de Mpox, les 26 provinces étant touchées. Plus de 38 000 cas de cette maladie connue auparavant sous le nom de variole du singe ont été recensés dans 16 pays africains depuis janvier 2022 pour 1456 décès selon l'agence de santé de l'Union africaine Africa CDC. Hier, l'agence suédoise de santé publique a annoncé qu'une personne vivant dans la région de Stockholm a été diagnostiquée comme porteuse du sous-type clade 1 du virus Mpox. Une première hors d'Afrique, le Pakistan a fait état aujourd'hui d'un premier cas. Le laboratoire pharmaceutique danois Bavarian Nordic, fabricant d'un vaccin ciblant le Mpox, a annoncé ce vendredi avoir demandé à l'agence européenne du médicament l'extension de l'utilisation de son sérum aux adolescents de 12 à 17 ans. Actualité
internationale. L'armée soudanaise n'est pas à la table des négociations en Suisse, mais les diplomates utilisent leur téléphone pour mener des pourparlers indirects dits de proximité. C'est ce qu'a déclaré l'envoyé spécial américain Tom Perriello. Nous travaillons au téléphone, a affirmé M. Perriello. Ces discussions visent à mettre sur pied un cessez-le-feu, élargir l'accès humanitaire et mettre en place un mécanisme de contrôle et de vérification pour garantir la mise en œuvre de tout accord. L'envoyé spécial américain considère que la réunion est un succès car elle a permis d'attirer l'attention internationale sur le Soudan. Actualité internationale. Le Conseil de sécurité de l'ONU a prolongé hier jusqu'à fin décembre l'autorisation de la force de l'Union africaine en Somalie. Il réclame d'obtenir d'ici mi-novembre les détails sur la nouvelle mission africaine qui doit lui succéder. En avril 2022, en effet, le Conseil de sécurité avait approuvé le remplacement de la MISOM par l'ATMIS, menée par l'Union africaine, mais avec un mandat renforcé pour lutter contre les islamistes Shabab jusqu'à la fin de l'année 2024. L'actualité sportive. Une page sportive que nous ouvrons avec la Ligue des champions de la Confédération africaine de football. Ce soir à 16h, Stade d'Abidjan reçoit Teungueth FC, champion du Sénégal. L'association sportive reçoit Raja Casablanca à 15h. Red Star de Bangui reçoit Djoliba à 14h. Saint-Louis United reçoit Sagrada Esperanza à 14h. Vitalo reçoit Young Africans à 13h. À Saint-Louis, le stade Mawade Wade est dans un état trépideux. L'ancien sélectionneur et l'ancien président du club Amara Traoré s'indigne et demande aux autorités la réhabilitation du stade de Mawade Wade de Saint-Louis. Amara Traoré au micro de Bara Diop. Vraiment, c'est un stade qui ne répond pas aux normes du parrain, quoi. Qui connaît Mawade Wade, avec toute l'image qu'il a à travers le Sénégal, l'Afrique, voir son homonyme, entre guillemets, si on parle comme ça, dans cette image-là, c'est déplorable. Mais bon, vraiment, je lance un SOS pour le gazon synthétique de stade Mawade Wade, parce que j'ai entendu dire que la mairie lance un appel d'offres. Mais si on suit le processus de cet appel d'offres-là, ce scandale va arriver. Il y aura plus de blessures, bientôt le championnat va ouvrir, va commencer, et la Linguère risque de se déporter à l'extérieur. Et ça, c'est vraiment, pour Saint-Louis, ce sera gravissime. Saint-Louis ne reçoit pas un match de première division parce qu'on a pensé à ça. Ça va rentrer dans l'histoire. Quand on entend Mawade Wade qui dit que le football sénégalais est né à Saint-Louis, grandi à Dakar, et que maintenant, là où le football sénégalais est né, il n'y a pas de stade, alors que le stade du Sénégalais inonde le stade, ça c'est vraiment une erreur. Moi, je dis que le stade de Mawade Wade est en situation d'alerte. Donc, il faut vraiment faire quelque chose très vite. On a vu toutes les blessures qu'il y a eu l'année dernière, et la Linguère a eu presque 15 blessés, et il y a au moins 5 ligaments croisés, plus des pubalgies. Donc, aujourd'hui, il est vraiment temps que tout le monde se lève pour rectifier et pour mettre un gazon synthétique au stade de Mawade Wade. Amara Traoré qui réagissait au micro de Bara Diop. Football toujours, cette fois-ci en Europe. Première journée de la Ligue 1, ce soir à 15h, Brest reçoit Marseille, Reims reçoit Lille à 17h, Monaco reçoit Saint-Etienne à 19h. Première journée de la Premier League, Arsenal reçoit Wolverhampton à 14h, Everton reçoit Brighton à 14h, Newcastle reçoit Southampton, Nottingham Forest reçoit Bournemouth, West Ham reçoit Aston Villa à 16h30 pour le compte de la Liga espagnole. Osasuna reçoit Leganés à 17h, Valencia reçoit FC Barcelone à 19h30. En Allemagne, c'est la finale de la Supercoupe. Bayer Leverkusen joue Stuttgart à 18h30. Première journée calcio italien, Girona reçoit Inter Milan à 16h30. Parme reçoit Fiorentina à 16h30, AC Milan reçoit Torino à 18h45, Empoli reçoit Monza à 18h45. C'en est tout pour cette page sportive. Tout de suite, la revue de quotidien. La revue de presse. Nous sommes le samedi 17 août 2024. La revue des quotidiens lue et parcourue par Ngonejaï. Bonjour et bienvenue. Assemblée nationale, fin de l'entourloupe avec l'adoption de la proposition de loi modifiant son règlement intérieur. La loi organique numéro 10/2024 adoptée par la quasi-totalité des députés, renseigne Source A. Avec cette adoption de la loi portant à réactualisation du règlement intérieur de l'Assemblée nationale, Sud du Quotidien estime que les députés ouvrent la porte à Sonko et que la balle est dans son camp pour la tenue de la déclaration de politique générale
général. La Tribune pense que toute voie de prétexte du Premier ministre Sonko est fermée. Le Quotidien, le verdict de son côté est revenu sur les premières déclarations du ministre de la Justice Ousmane Diagne devant l'Assemblée nationale. Et puis un autre sujet mis en exergue ce matin par la quasi-totalité des quotidiens parus, lancement de la plateforme de déclaration par le ministre de la Communication Aliou Sall. Les entreprises de presse invitées à s'identifier. 24 heures Yénikai évoque à ce sujet. Médias, les dessous et les sous-dessous. D'après les propos du ministre relayés par le même journal, 45% des 1,9 milliard n'ont pas été injectés dans les entreprises de presse. De même, 86% des journalistes reporters n'ont pas de cotisation sociale. Le quotidien Source A affiche le parfum de scandale du siècle avec le ministre qui, dans le quotidien publie la liste des organes bénéficiaires du fonds d'aide à la presse. Le journal écrit un débat de fond et sur le même sujet, dans Direct News, le ministre ajoute certaines entreprises de presse au Sénégal depuis 33 ans n'ont jamais obtenu d'autorisation. Audit des médias au Sénégal, faits et chiffres s'exclame Réumi Quotidien. Cependant, même si le patronat reste ouvert au dialogue, toutefois il conteste les chiffres avancés par le ministre et par la même occasion, sur la journée sans presse, le CEDEPS applaudit et tire un bilan satisfaisant. Concernant la réussite de cette journée sans presse, le CEDEPS jubile, mentionne les quotidiens, rapportant que la presse dans sa globalité a accepté de se priver de recettes importantes pour ce jour. Plusieurs médias africains, européens et américains ont également relayé l'information et que la journée sans presse était la réponse au refus de dialoguer des nouvelles autorités. Dr Cherdien, l'ex-directeur de l'ONAS, sort de sa réserve. Les premiers règlements de compte à la une du quotidien L'Enquête. Sur son limogeage à la tête de cette direction, Cherdien dit dans Walfadjri Quotidien, je cite, « J'ai dit non à des marchés d'attente directe que le ministre voulait m'imposer ». Dr Cherdien jette son ex-ministre de tutelle dans les caniveaux. Titre à ce sujet le Dakarois. Déballage dans l'Observateur. L'ex-directeur général de l'ONAS s'est livré pieds et mains lié à la mafia de l'ONAS. La guerre des chers. Dr Cherdien détruit le ministre Dieye. Commente le quotidien Le Point. La Tribune nous parle du système de lobby de l'assainissement dénoncé par Dr Cherdien. Pendant ce temps, sur sa gestion décriée, l'évidence écrit le directeur général du port en eau trouble. Poursuivons toujours cette revue des quotidiens. Commémoration du massacre de Thiaroye. Un comité installé informe l'éveil quotidien. Parlons de commémoration. Maguel de Touba, édition 2024. Le marché bien approvisionné en oignons et pommes de terre fait savoir grand panel. Variole du singe au Sénégal. Dakar renforce sa surveillance épidémiologique. Nous terminons en sport Prime League. Jackson, Iso, Sarr, Ndiaye et Ghana. Réumi Quotidien Sport souligne que ces lions sont à la quête de la couronne. Par ailleurs, Serie A, Boulaïdia à la Lazio de Rome pour 2 ans. Lit-on dans le Dakarois Sport. C'était tout pour la revue des titres. Merci de l'avoir suivi et très bonne lecture. C'est la fin de cette édition. Merci à toute l'équipe qui a permis à sa réalisation. La rédaction en chef a été assurée par Elhaji Ibrahima Gaye. Était devant ce micro Serigne Moussa Kane. L'info revient dans moins de 30 minutes. Ce sera en Wolof avec Mariam Abba. Tout de suite, le rappel de ce qui a fait l'essentiel de ces 12 heures. 15e Biennale de l'art africain contemporain qui aura lieu du 7 novembre au 7 décembre. La programmation de l'exposition officielle IN et les offres ainsi que les pays invités d'honneur, à savoir les États-Unis et le Cap-Vert, sont maintenus. Des relations amicales qui souffrent d'un manque de confiance, de la confiance à la méfiance. Qu'est-ce qui fait que nous en sommes arrivés là? Le psychologue Salif Khan s'est entretenu avec Gonedjaï. Éducation, les autorités misent sur les langues maternelles pour améliorer les performances. La langue est un facteur d'identité, un creuset de culture et les acteurs demandent à l'État du Sénégal un siège appelé Maison des langues maternelles. En seconde partie, vous avez suivi l'actualité internationale, la page sportive et la revue des quotidiens qui ont mis un terme à ces 12 heures. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir accueillis dans l'intimité de chez vous. Excellente suite des programmes sur la 90.1. Le journal Serigne Moussa Kane.